Bonjour et bienvenue au balado Seeing Clearly, épisode numéro 36. Ceci est le quatrième épisode de notre mini-série francophone Vision claire. Je m'appelle Mohamed. Et je m'appelle Anas et nous sommes tous les deux des fiers ambassadeurs de iCurriculum. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre quatrième invité sur cette mini-série francophone, un médecin très accompli, Dr Samir Jabbour. Dr Jabbour a commencé sa carrière académique en complétant un bac en physiologie à McGill avant d'entamer ses études en médecine à la même université. Ensuite, il a complété sa résidence en ophtalmologie à l'Université de Montréal, suivi d'un fellowship clinique en cornée du segment antérieur et chirurgie réfractive au Wilmer Eye Institute à Johns Hopkins. Il a un deuxième fellowship clinique en cornée fait à l'hôpital Moorfields à Londres, au Royaume-Uni. Dr Jabour est ophtalmologiste et clinicien-chercheur spécialisé dans le traitement des maladies du segment antérieur de l'œil, notamment les greffes de la cornée et la reconstruction de la surface oculaire. Ses domaines de recherche englobent les techniques avancées en kératoplastie, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive. Par ailleurs, Dr Jabour possède aussi une expertise en santé publique et poursuit actuellement une maîtrise dans ce domaine à l'université Harvard. Dr Jabour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, Anas, de m'avoir sur cette plateforme. Donc, sans plus tarder, on peut commencer avec la première question. Pourriez-vous parler un peu de votre parcours en ophtalmologie, puis qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine? Oui, bien sûr. Je me sens un peu privilégié d'avoir été né dans un domaine, en fait, dans un monde où j'avais un père qui était médecin, qui était ophtalmologiste surtout. Donc, j'étais quand même assez bien baigné dans ce domaine depuis un très jeune âge. Mais de manière paradoxale, en fait, je voulais tout faire sauf ça. Donc, quand on était jeune, on veut faire des choses qui sont différentes, on va être différent de notre père. Donc, je suis entré en médecine, je voulais faire la médecine, je savais très bien que c'était ma carrière, ma passion, de vraiment soigner des patients, de rentrer dans le monde scientifique. Mais j'avais vraiment cette idée que je ferais tout sauf l'ophtalmologie parce que je voulais me différencier à l'époque. Mais avec mon parcours en médecine, on avait ce cours cette semaine en fait d'ophtalmologie à McGill qui était quand même assez, euh, je dirais, mal perçu par les externes à l'époque parce qu'on ne faisait pas grand-chose. L'exposition était un peu compliquée vu que le centre n'avait pas vraiment les coachs pour vraiment pouvoir voir ce que l'examen était fait. Donc, c'était quand même un stage qui n'était pas très bien apprécié des externes qui trouvaient que l'exposition en ophtalmologie était sous-optimale. Mais je suis tombé à l'époque sur un résident qui était quand même très enthousiaste, très actif et qui m'a vraiment pris sous son aile pour me montrer beaucoup plus de choses durant cette semaine. Donc j'avais une exposition qui était quand même assez différente des autres externes dans ce domaine. Donc je me considère quand même un peu chanceux avec avec cette exposition-là. Puis ça m'a mis vraiment le coup de cœur durant cette semaine. Je me rappelle, j'avais quitté cette semaine me pensant, j'ai trouvé ma carrière, je veux être ophtalmologiste. C'était comme un moment qui m'a vraiment marqué beaucoup. Et c'est très tard dans mon parcours en médecine. C'était vraiment en troisième année. Donc, on s'approchait du CORMS, de l'application pour la spécialité. Vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est très stressant, surtout dans les domaines qui sont un peu plus compétitifs comme l'ophtalmologie. Donc, je me suis mis un peu tard dans le domaine pour pouvoir bâtir mon CV pour appliquer en ophtalmologie. Évidemment, vous pouvez imaginer l'appel à cette époque-ci pour mon père pour lui dire que j'ai fait mon choix d'aller en ophtalmologie. C'était vraiment été accueilli d'une très grande enthousiasme de mon père qui m'a dit, je te l'ai dit. Donc, c'était vraiment quelque chose d'un peu spécial. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de stages en rotation en ophtalmologie comme externe pour m'être exposé en fait au domaine, pour savoir vraiment, pour consolider cette passion que j'avais vraiment découvert de manière un peu tardive. Et en effet, avec les stages que j'avais fait durant mon parcours, je l'ai confirmé. C'était vraiment le domaine que j'aimais. J'aimais beaucoup l'approche technologique de cette spécialité-là. Donc vraiment le fait qu'on intègre vraiment nos capacités humaines avec des capacités technologiques pour pouvoir aider les patients. La satisfaction des patients, j'ai vu des patients qui étaient opérés en chirurgie, qui rentraient, qui étaient très reconnaissants des résultats post-opératoires. Les médecins étaient contents. Il y avait vraiment une belle ambiance entre le médecin et le patient de manière générale.
De plus que ça, la chirurgie en elle-même, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait énormément. J'ai toujours été attiré par le monde chirurgical. Je voulais faire de la neurochirurgie à l'époque, mais je pense que l'ophtalmo a vraiment comblé ce besoin de pouvoir opérer, de pouvoir utiliser ses habilités techniques pour pouvoir aider les patients et de pouvoir améliorer leur qualité de vie en ophtalmologie. Donc, je pense que c'est vraiment tous ces atouts-là de la spécialité ont fait que j'ai eu un coup de cœur, puis j'ai décidé de rentrer vraiment à fond. Et j'étais chanceux d'avoir été pris dans un programme de résidence à l'époque pour pouvoir bâtir ma carrière et ma passion. Merci beaucoup pour votre réponse très détaillée. Puis, vu qu'on est déjà sur le sujet, on a trouvé ça intéressant que vous ayez complété votre baccalauréat français en Normandie, donc en Mhm. France. Est-ce qu'il y a eu des barrières lorsque vous avez débuté vos études ici au Canada? C'est une très bonne question, en fait. En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs barrières dans ma vie quand j'avais commencé. J'ai grandi en Arabie Saoudite. J'étais à l'école française. Mon père est un ophtalmologiste, donc il travaillait là-bas à l'époque. Donc, j'ai toujours été dans un monde dans le Moyen-Orient. On a déménagé aussi en Syrie à Damas, où j'ai fait aussi une année avec ma famille. Mais c'est surtout la première barrière que j'avais trouvée comme un choc culturel, je dirais, c'était quand j'ai déménagé du monde du Moyen-Orient en France. Puis je suis allé en Normandie pour aller dans un lycée à l'époque, qui m'était un peu très différent, les normes étaient un peu différentes. Puis ça a créé quand même un choc culturel à l'époque qui j'étais quand même capable de bien l'entreprendre, puis de vraiment reconnaître les obstacles et les défis de pouvoir s'intégrer dans une nouvelle culture complète. Suite à ça, encore une fois, j'ai passé de la Normandie à Montréal à l'âge de 18 ans pour faire mes études. C'était aussi un autre changement qui était complètement culturel. Malgré le fait qu'on parle la même langue, le français, les normes étaient très différentes, le système éducatif était très différent aussi. Ça m'a aussi exposé sur une nouvelle manière de voir les choses. Je peux vous dire que de mon expérience à moi, le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays, oui, ça ramenait des obstacles, oui, ça ramenait des défis. Des fois, c'était difficile. Des fois, on se demandait pourquoi est-ce qu'on change beaucoup de pays, par exemple, comme dans ma vie. On se sent quand même assez bien confortable, on a vraiment notre comfort zone, où on se sent à l'aise avec les choses, comment on fait. Mais je peux vous dire, en rétrospect, c'était une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eues dans ma vie, de pouvoir être exposé à plusieurs manières de faire les choses, à plusieurs cultures, à plusieurs personnes différentes, des gens qui étaient accomplis de manière différente dans différents domaines, dans différents pays. Et je pense que ça m'a vraiment amené une ouverture d'esprit et une tolérance, une, un envie de connaître l'autre, la curiosité, qui me sert même de nos jours dans ma carrière en médecine. Donc, je pense que oui, il y avait des défis, mais je pense que c'est très important de transformer ces défis vraiment en atouts personnels dans notre vie. Merci beaucoup, Docteur Jabour. Puis, sur le sujet de vos voyages, je pense que vous avez continué de voyager dans votre parcours médical. Donc, on se demandait si vous pouvez nous parler de votre expérience au fellowship, au célèbre Wills Eye, puis au Moorfields aussi. Excellent. Oui, écoute, comme je l'ai déjà mentionné, du fait que j'avais eu le goût du changement, j'ai eu le goût de voir comment les choses sont faites de manière très différente d'un pays à l'autre. Je savais très bien que durant mon fellowship, je voulais quitter le Canada, je voulais aller voir ailleurs, je voulais ramener des choses différentes parce que je savais que j'allais retourner au Canada. Donc j'avais vraiment cette envie de rechercher des connaissances différentes et les ramener à Montréal un jour. Puis je savais très bien que la médecine, même si dans le monde de la cornée, c'est quand même, il y a beaucoup de standards qui sont quand même assez bien reconnus d'un point de vue international, il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière différente, que ce soit la posologie des gouttes, le type de gouttes, le système de santé, etc. Et je savais très bien que les États-Unis étaient différents du Canada, étaient différents de l'Europe. Donc, dès le début, j'avais vraiment cette idée que je voulais faire de fellowship, mais je voulais faire de fellowship dans deux endroits différents pour pouvoir enrichir mes connaissances et mon exposition dans le domaine. J'étais très chanceux, grâce au support de mes mentors, de pouvoir avoir eu deux fellowships qui étaient vraiment excellents. Donc, j'ai eu le Wilmer à l'époque, la première année à Baltimore, qui était vraiment une expérience incroyable d'être à Johns Hopkins, dans l'hôpital, le monde que j'avais rencontré, mon exposition au monde de la recherche était vraiment de manière très exquise. Et deuxièmement,
au Moorfields Eye Hospital, qui est un des meilleurs hôpitaux dans le monde et en Europe dans le domaine de l'ophtalmologie, où j'étais exposé à la culture anglaise, à la manière de faire les choses de manière très différente. Et je pense que c'est la combinaison des deux qui a fait que je pense que ma formation était un peu spéciale, je dirais, et j'étais capable de ramener plus de connaissances à mon retour à l'Université de Montréal et pouvoir enrichir le département auquel je suis revenu. C'est très... Ben, ça se voit que c'était très enrichissant comme expérience, là, faire des études partout sur différents continents, dans différents pays. Maintenant, vu que vous avez ramené cette expertise à Montréal, vous faites quand même beaucoup de recherches dans cette ville. Vous avez travaillé avec Dr. Isabelle Brunette et Dr. May Griffith sur les cornées biosynthétiques, quand même un hot topic ces jours-ci. Pouvez-vous nous dire pourquoi la recherche dans ce domaine vous tient à cœur? Premièrement, je me considère chanceux d'être revenu à un département qui pose vraiment l'emphase sur la recherche. L'Université de Montréal en ophtalmologie est très reconnue au Canada, en Amérique du Nord, mais même mondialement maintenant de nos jours. Donc, de plus en plus, notre département s'investit dans la recherche. On veut du monde qui revient, qui s'investit dans la recherche. Donc, à mon retour au Canada, il y avait vraiment l'équipe de May Griffith, qui est vraiment une chercheuse reconnue mondialement dans le domaine de la cornée biosynthétique. Comme vous le savez, lorsqu'on fait des greffes de cornée, on dépend de manière majoritaire des dons d'organes humains. Donc, il faut avoir vraiment des installations où il faut avoir, premièrement, une culture où on fait des dons d'organes, qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, des structures financières qui vont soutenir une banque des yeux, qui va pouvoir prélever ces tissus-là et les préserver et les préparer pour les chirurgiens qui en demandent. Au Canada, aux États-Unis, on est très chanceux. On a quand même un système qui est bien élaboré où on peut vraiment fournir des greffes de cornée aux chirurgiens qui en ont besoin. Mais ce n'est pas le cas dans le monde partout. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde où l'accès aux greffes de cornée est très limité, malheureusement, pour maintes raisons. Ça peut être des raisons culturelles, religieuses, où les gens ne se sentent pas confortables de faire des dons d'organes, mais aussi juste financières aussi, où il n'y a vraiment pas les moyens. Puis on sait que la cécité cornéenne, c'est une des causes les plus importantes de cécité dans le monde, et surtout dans les pays en voie de développement. Donc, le domaine de recherche de la Dr. May Griffith est vraiment de pouvoir créer une cornée biosynthétique qui va remplacer le besoin d'avoir des dons d'organes humains et pouvoir surtout, dans notre monde aussi, bien sûr, dans le monde, le Canada, le monde développé, mais aussi surtout dans le monde en voie de développement, de pouvoir fournir les chirurgiens, les ophtalmologistes là-bas des tissus qui vont pouvoir réverser les causes de cécité cornéenne qui sont réversibles pour la plupart des cas. Donc, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, Dr. May Griffith, qui est déjà reconnu dans ce domaine, et vraiment, le mérite, c'est pas à moi, c'est vraiment à elle. C'est elle qui fait la recherche. Mais elle avait vraiment besoin de quelqu'un de chirurgien. Il y a le docteur Marie-Claude Robert avec qui on collabore, moi-même, qui est ma collègue au CHUM, qui voulait des chirurgiens qui vont pouvoir l'aider à faire les expériences, que ce soit sur des modèles ex vivo ou des modèles animaux pour éventuellement arriver à des phases cliniques humaines pour pouvoir insérer ces biomatériaux sur lesquels on travaille. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, on travaille sur plusieurs techniques différentes d'implantation de ces organes-là. J'ai un étudiant en maîtrise qui travaille avec moi maintenant et on travaille spécifiquement sur des greffes-bouchons, en fait, pour pouvoir fermer des perforations cornéennes, oculaires, sans avoir besoin de greffe humaine. Wow, merci beaucoup, Dr. Jabour. Vous avez juste souligné les différences à l'accès de traitement aux différents pays, aux différentes parties du monde. Et comme on l'a souligné dans l'introduction, vous êtes quelqu'un qui est inspiré, intéressé dans la santé publique ou ce domaine-là. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer une maîtrise en santé publique à Harvard et comment est-ce que vous prévoyez utiliser les connaissances de cette maîtrise-là dans votre routine de tous les jours? Oui. Vous savez, quand je suis revenu à l'Université de Montréal, on m'a donné vraiment un poste de clinicien-chercheur. J'étais professeur adjoint. Donc, outre mes responsabilités cliniques, j'avais d'autres responsabilités à combler, dont la recherche, dans l'enseignement. Puis, malgré le fait qu'on est quand même assez bien exposé durant notre fellowship, je me trouvais assez confortable avec tout ce qui est clinique.
je me sentais quand même, j'avais des lacunes dans le domaine de la recherche. J'avais fait un peu de recherche durant mon fellowship, des études cliniques, mais pour pouvoir vraiment prendre sous mes ailes des étudiants, que ce soit des étudiants externes, résidents, même en maîtrise ou au PhD, je trouvais qu'à l'époque, j'avais vraiment des lacunes de compréhension des méthodologies poussées au niveau de la recherche. Donc, c'est ce qui m'a vraiment poussé quand j'avais commencé ce poste, dire, si je compte vraiment m'investir complètement dans le domaine académique, de pouvoir guider, de pouvoir être un mentor pour les étudiants en recherche, pour pouvoir avoir des idées et une bonne méthodologie pour faire des projets au niveau assez élaboré. Il faut que j'ai une autre maîtrise, il faut que j'ai une autre formation. Puis à l'époque, j'avais déjà des collègues durant mes fellowships qui avaient fait une maîtrise en santé publique, puis qui m'avaient vraiment conseillé pour bâtir ces connaissances de base. Donc, c'était la raison pourquoi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais appliqué à Harvard pour avoir une maîtrise en santé publique qui finit bientôt en fait en mai et que je peux vous dire m'a aidé énormément, que ce soit de la manière sur la méthodologie, sur les biostatistiques, l'épidémiologie, sur le leadership, sur le fait de comprendre les systèmes de santé, la bioéconomique, plein de choses qu'on n'apprend pas vraiment en médecine ou en résidence ou en fellowship et qui nous complètent vraiment d'être des médecins complets, surtout dans un monde académique où on a des responsabilités outre la clinique, vraiment de guider et de former la nouvelle génération de médecins. Donc, ça m'a vraiment beaucoup donné de confiance pour pouvoir me pousser dans ce domaine. C'était difficile, mais en rétrospect, je suis content que je l'ai fait. Un grand félicitations en avance pour l'accomplissement de ce programme-là. Maintenant, si on tourne la page puis qu'on vous pose une question un peu plus personnelle maintenant. On a beaucoup aimé entendre sur votre parcours, mais aussi on veut vous connaître plus comme personne. Je vais maintenant vous nommer quelques mots, puis vous allez me répondre avec le premier mot qui vous vient à l'esprit. En D'accord. commençant par Moorfield, Londres, Normandie, baccalauréat français, l'Arabie Saoudite, mon enfance, sport préféré, natation, John Hopkins, la cornée, Montréal, Hmm, mes études, je dirais. Ouais. resto préféré à Montréal. Mon, pardon. Oui, votre restaurant préféré à Montréal. Mon restaurant préféré, j'en ai beaucoup. Oh mon Dieu, mais Un je, mot. je dirais bien Joe Beef. Bon choix. Bon, Mohamed, je te laisse continuer. La prochaine question, c'est notre question traditionnelle du podcast, un peu plus Ouais, relax comme celle d'avant. Encore une fois, pour vous connaître un peu plus comme personne, connaître les personnes qui vous inspirent dans la vie. Donc, si vous avez la chance de rencontrer trois personnes, mortes ou vivantes, qui seraient-elles et pourquoi? très bonne question. Vous savez, c'est une question que je me préparais quand je faisais mes applications en résidence. Puis c'est sûr qu'ils vont poser cette question un jour, puis je ne m'en l'ai jamais posée, mais c'est vous qui me l'avez posée. Vous Et savez, je suis voilà. quelqu'un qui est intéressé par beaucoup, beaucoup de domaines. Je trouve que c'est très important. Je suis quelqu'un de très curieux de nature. J'aime beaucoup la médecine. Je m'expose beaucoup en médecine, mais j'ai des intérêts en art, j'ai des intérêts en culture, j'ai des intérêts en sport. Donc, je suis quelqu'un qui est quand même assez polyvalent dans mes passions et mes loisirs. Euh, je peux vous dire que surtout quand j'étais à McGill, quand je faisais mon cours de undergraduate, j'avais pris à l'époque beaucoup de cours outre que les cours de base que j'avais pu apprendre en physiologie et en sciences. Puis j'avais pris beaucoup de cours en philosophie, puis en sciences sociales de la médecine. Puis à l'époque, avec un philosophe qui m'a beaucoup marqué de la manière comment il pense, c'était Michel Foucault, euh, qui m'a beaucoup marqué de la manière comment je pense sur les choses. Puis c'est quelqu'un qui était comme un philosophe, mais surtout il était historien. Puis il suivait vraiment qu'il appelle le discours, en fait, que ce soit le domaine de la médecine, la psychiatrie,
le pouvoir, les dynamiques de pouvoir, comment ça se passe au niveau de l'histoire. Puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans la façon comment je pense aux choses, puis ma perception de plein de choses de nos jours. Donc, ce serait quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer euh, dans ce domaine-là. Euh, Vous avez encore besoin de deux, c'est ça? Si vous en avez en tête, sinon c'est pas grave. L'autre personne que j'ai beaucoup aimé, je lis beaucoup sa biographie, c'était Albert Einstein, c'est un classique, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même euh, admirable, non seulement parce qu'il était un excellent scientifique, mais parce que c'est quelqu'un qui a investi sa science pour le bien-être des humains. Lorsqu'il a vraiment traversé l'époque, il est devenu connu, il a vraiment il est devenu vraiment une renommée mondiale dans le domaine de la physique. Il s'est beaucoup investi dans les causes humanitaires, il s'est beaucoup investi dans la cause contre, il était vraiment contre les guerres, pour la paix mondiale. Donc, c'était quelqu'un qui était très investi, puis c'est quelqu'un qui m'inspire, je pense que nous, comme scientifiques, il faut comment qu'on voit que notre domaine ne s'arrête pas dans le monde de la science, mais qui va au-delà, qu'on a des responsabilités humaines à travers la société et l'histoire dans laquelle on vit. Ce serait une autre personne que j'aimerais bien m'inspirer de sa perception des choses, en fait. Et un dernier, Peut-être même un athlète, un nageur préféré, je sais pas. vous savez, je fais beaucoup de sport, mais je ne regarde pas beaucoup de sport par contre. Je suis quelqu'un qui le pratique, mais qui le regarde beaucoup moins. Donc, j'ai beaucoup moins d'aspiration de parler avec des athlètes, même si je comprends très bien la passion puis le drive de le faire. Quelqu'un d'autre, hmm, je pensais plutôt quelqu'un comme un membre de ma famille que j'ai jamais rencontré. Je dirais plutôt un arrière-grand-père que j'avais rencontré d'un très jeune âge. C'était le grand-père de ma mère, qui était quelqu'un qui était de même chose. Je suis toujours inspiré par les gens qui se complètent de manière humaine, donc des scientifiques, mais des humanitaires en même temps. Puis l'arrière-grand-mère de ma mère, c'était en fait un dentiste à l'époque, mais il était écrivain, il était poète, il était quelqu'un de très religieux. Il s'investissait dans la politique. Puis depuis que je suis très jeune âge, j'entends toujours parler de lui. Je l'ai rencontré pendant 3 ans avant qu'il soit décédé malheureusement. Donc c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup connaître. J'ai toujours ses livres chez moi, en fait, à la maison. Il a écrit plusieurs livres à main. J'ai toujours ses livres ici. J'en ai pris quelques-uns comme souvenir. Donc, il me tient beaucoup à cœur. Puis c'est quelqu'un que j'avais bien aimé rencontrer, puis lui parler juste pendant 30 minutes pour voir un peu sa perception des choses de l'époque. Et je suis sûr et certain que vous aurez beaucoup à apprendre, comme nous tous, avec ces conversations-là. Ouais. Donc, un grand merci à vous pour avoir partagé ces points un peu plus personnels. Maintenant, Merci. avant de conclure, avez-vous des conseils pour les étudiants qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Puis je dis ça à tous les résidents qui passent avec moi dans les stages ou même des résidents qui sont intéressés en ophtalmologie. Je pense, si j'ai vraiment une chose à dire aux gens qui sont intéressés que ce soit l'ophtalmologie ou d'autres domaines de la médecine ou autre chose dans la paire, c'est vraiment de garder un esprit curieux. Je pense que c'est la chose la plus importante. Je pense que vous l'avez déjà dit avec moi, je suis entré avec un esprit assez marqué que je voulais pas faire quelque chose, mais c'est grâce à la curiosité, c'est grâce au fait que j'étais ouvert à des expériences, aux gens. Grâce au fait que en fait, j'ai parlé avec des gens que j'ai trouvé qui étaient vraiment, qui avaient beaucoup de succès dans leur domaine. Le succès, vous savez, il laisse des traces derrière. Puis c'est très important d'identifier ces traces-là, de les intégrer dans notre histoire à nous et de les personnaliser pour pouvoir tracer notre propre chemin de succès. Donc, la curiosité, poser des questions, parler aux gens, ne soyez pas timide. Ça se peut que ça marche pour vous, ça se peut que ça ne marche pas, ça se peut que vous croyez que vous aimez beaucoup quelque chose, mais en fin de compte, ça n'est pas le cas. Euh, donc, vraiment, cette curiosité peut vraiment changer votre vie de manière assez prépondérante et même vous faire découvrir des nouvelles passions que vous n'avez jamais pensé, ce serait vraiment une passion. Merci beaucoup, Docteur Jabour, et un grand merci à tous nos écouteurs. Et un merci vraiment, vraiment spécial pour votre temps, pour avoir partagé vos expériences personnelles, académiques sur cette mini-série francophone. Suivez-nous sur Instagram et Facebook de iCurriculum pour écouter les prochains épisodes et pour accéder au contenu éducatif de iCurriculum. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.